Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Alors, au lendemain de la réouverture de Notre-Dame, en présence de plus de 50 chefs d'État, le monde salue la prouesse de sa reconstruction en 5 ans. Une cérémonie grandiose qui aura permis ce sommet surprise entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors, faut-il y voir un signe d'espoir pour la résolution du conflit et un changement de stratégie du président élu des États-Unis vis-à-vis de Poutine? Et puis une cérémonie sur fond de crise politique en France. Comment envisager la suite? Avec quel Premier ministre? Quel projet? Quelles alliances? Un bloc républicain allant de la gauche hors LFI au LR en passant par le socle macroniste est-il possible? Mais pour commencer, Manuel Valls, c'est bien l'actualité de la nuit. La chute du régime d'Assad qui a fui la capitale Damas. Le groupe islamiste HTS, qui est en passe de prendre le pouvoir, annonce même une nouvelle ère. Faut-il s'en réjouir, Manuel Valls, ou la redouter? Moi, je veux marquer d'abord mon étonnement, parce que peu de spécialistes, peu d'experts prévoyaient cette victoire, et surtout la fuite de Bachar. Personne ne l'imaginait, même si nous suivions évidemment la progression des rebelles. Ensuite, je veux exprimer mon soulagement, parce que voir partir ce dictateur sanguinaire, c'est tout de même une bonne chose, d'autant plus que des milliers de prisonniers semblent avoir été libérés. Et puis, comme vous, j'exprime mon interrogation et mon questionnement, parce que nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. La Syrie déjà extrêmement divisée, meurtrie par la guerre. Il y a des groupes avec des intérêts antagonistes, donc soyons prudents en tout cas sur ce qui peut se passer. Ce qui veut dire que Donald Trump, par exemple, qui refuse que les États-Unis se mêlent du conflit, a raison? Je ne sais pas, parce que les États-Unis sont impliqués, sont présents. Il y a des soldats américains. Il y a des soldats américains. Au fond, Frédéric Aziza, nous sommes en train de vivre peut-être les secousses du 7 octobre 2023, marquées, me semble-t-il, au-delà de la tragédie et de la mort de centaines de personnes, ce jour-là. Ce moment est marqué par l'affaiblissement de ce que Frédéric Ancel appelle l'axe pan-chiite iranien, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'Iran et du Hezbollah. C'est-à-dire que c'est la défaite quelque part aussi de la Russie? C'est la défaite en tout cas incontestablement de l'Iran. Bachar a été soutenu par le Hezbollah et la Russie avait des intérêts. Mais dans ce questionnement que j'évoquais, remarquons que ni l'Iran ni la Russie ont été capables ou ont voulu, je n'en sais rien, défendre jusqu'au bout le régime de Bachar. Mais et l'Iran et la Russie ont des intérêts sur place. La Russie a une base navale, a des intérêts sur la côte. C'est pour eux, c'est pour Poutine un élément essentiel de leur dispositif en Méditerranée. Nous ne sommes qu'au début de quelque chose dans un monde qui change, qui est bouleversé, sans équilibre. Comment va-t-on réussir à avoir un équilibre dans cette région? En tout cas, voilà, c'est cette nouvelle de cette nuit ouvre beaucoup de perspectives. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette nouvelle de cette nuit, comme vous dites, qu'Assad, lié du Hezbollah et de la Russie, est mis hors d'état de nuire, ou qu'Israël va désormais avoir un régime islamiste à sa frontière nord? En tout cas, soyons prudents quant aux analyses. Ouais. Les rebelles du HTS viennent pour une part, pas tous d'ailleurs, de Al-Qaïda, même s'ils ont beaucoup changé au cours de ces dernières années. En tout cas, ils expriment une volonté de ne pas créer les conditions d'un chaos. Mais il est évident que la Syrie, qui était déjà dans une situation extrêmement difficile, n'oublions pas que le régime était aussi un des pourvoyeurs de la drogue dans la région et dans le monde. Raison de plus, si je considère que nous sommes en train de vivre les secousses du 7 octobre, d'être en soutien à Israël, qui est en première ligne, plus que jamais. Et c'est vrai pour l'Occident, c'est vrai pour les pays sunnites, face à ces bouleversements, face à l'Iran. Donc il faudra être très ferme dans ce soutien et être très en analyse par rapport à ces bouleversements. Soutien à Israël, ça veut dire qu'Israël mène la guerre contre le Hamas et contre l'Hezbollah, fait le sale boulot que l'Occident n'a pas fait? Oui. Israël est en première ligne face à l'islamisme, a remporté, même si c'est difficile, une victoire incontestable face au Hamas et au Hezbollah, donc à l'Iran. Regardons les choses sur le moyen et long terme en fonction de nos intérêts stratégiques. Donald Trump, le 2 décembre, il a déclaré que si les otages du Hamas ne sont pas libérés avant le 20 janvier,
jour de son arrivée à la Maison-Blanche, le prix à payer sera terrible au Moyen-Orient pour les responsables de ces atrocités. C'est la bonne stratégie ? J'ai l'impression que déjà, beaucoup de ces responsables ont payé leur atrocité, et grâce notamment à l'action d'Israël, de Tsahal et de ses services de renseignement. Nous verrons bien que Trump soit en soutien à Israël n'est pas une surprise, mais Joe Biden et l'administration démocrate l'étaient également. Oui, Israël est en première ligne face à l'islamisme, et oui, nous espérons tous que les otages puissent rentrer le plus rapidement possible. Nous sentons bien que quelque chose vient de se passer avec le cessez-le-feu conclu, fragile bien évidemment, mais le cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah. Regardons déjà comment les choses vont se passer dans le sud Liban, le respect de ce cessez-le-feu, mais il est évident que si on veut cette paix, cet équilibre que j'évoquais, cette stabilité, il faut que la paix revienne à Gaza, et pour que la paix revienne, il y a une condition, c'est le retour de tous les otages. Qu'est-ce que vous comprenez à la stratégie de la France vis-à-vis de la guerre d'Israël à Gaza et de celle contre le Hezbollah ? J'ai déjà l'occasion de beaucoup m'exprimer, peut-être même y compris à votre micro depuis un an. Je considère qu'il y a eu beaucoup de zigzags, une impression d'une politique ou d'une diplomatie qui n'avait pas de véritable objectif dans ce domaine. Et je le regrette que la France soit aux côtés d'Israël, je le pense bien évidemment. Enfin, on a eu le sentiment parfois d'une forme d'équidistance entre le Hezbollah et Israël. Des décisions, par exemple, de boycott d'Israël dans des salons d'armement, à Satori et puis au salon aéronaval. Un sentiment, au fond, que la France ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé le 7 octobre dans le monde juif, mais aussi en Israël. Alors, vous qui avez eu à gérer l'offensive terroriste de Daesh en France, est-ce que vous considérez que l'arrivée des islamistes au pouvoir en Syrie fait peser une menace terroriste sur l'Occident ? Mais le désordre en général fait peser une menace terroriste. Là, il s'agit de groupes qui ont combattu Daesh. D'ailleurs, ils sont aussi alliés avec les Turcs, mais aussi avec les Kurdes. Donc, c'est-à-dire avec des alliés qui eux-mêmes sont au combat. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Mais que Daesh soit en train de se reconstituer dans une partie de la Syrie, et peut-être même de l'Irak, c'est incontestable. Donc la menace terroriste venant de l'extérieur, elle existe toujours. Elle provient notamment de ce qui se passe en Afghanistan, par exemple. Et qu'en plus nous ayons une menace endogène intérieure depuis des années, nous le savons aussi, puisque nous avons été frappés malheureusement régulièrement. Alors je ne sais pas s'il s'agit de menaces endogènes ou pas. Au passage, on n'a pas entendu depuis hier les réactions de Jean-Luc Mélenchon, des élus LFI et même de Rima Hassan, pourtant né en Syrie, à propos de la Syrie et de la chute d'Assad. Comment vous l'expliquez ? C'est dimanche, attendons qu'ils se réveillent les uns et les autres. Nous verrons bien. Nous savons quelles ont été les positions de Jean-Luc Mélenchon et de LFI sur la Syrie depuis des années, les ambiguïtés de cette eurodéputée avec son pays d'origine. Elle était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs à Alep, et il semble qu'elle y soit allée plutôt protégée par le régime. Et alors donc ? Je n'attends rien, moi, de la France insoumise sur ces questions, sinon du bruit, de la fureur, de l'ambiguïté, et nous l'avons vu depuis déjà des mois, que les filles et Mélenchon et ses amis continuent de participer de cette campagne de haine d'Israël et des Juifs qu'ils ont contribué à propager dans notre pays. On en reparlera, mais d'abord, ce sommet surprise entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky hier à Paris. Un succès pour le président Macron et pour la diplomatie française, Manuel Valls ? Incontestablement, pour Emmanuel Macron, avoir réussi à ce qu'il y ait cette image, cette poignée de main entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui s'étaient déjà vus pendant la campagne électorale en Floride, mais ici, à Paris, à l'Élysée, oui, je crois c'est une bonne chose. C'est le rôle de la France de contribuer à ce dialogue, et à l'occasion, évidemment, de l'inauguration de Notre-Dame retrouvée. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron a remis la France au centre du monde ? Je ne pense pas que la France soit absente du jeu. Ce qui est très important, c'est que l'Europe et la France soient totalement partie prenante,
pèse dans les décisions et dans le soutien surtout indispensable À l'Ukraine. à l'Ukraine. Vous disiez que Israël, il y a un instant, se bat pour nous face à l'islamisme, et vous le disiez très justement. C'était une question. Hein. Oui, je sais. L'Ukraine mais moi j'en ai fait une affirmation. Ouais. L'Ukraine et les Ukrainiens se battent pour nous, pour l'Europe, pour la démocratie, pour la liberté. Ils meurent pour nous, ils versent leur sang, bien sûr, pour préserver leur nation, leur intégrité, leur démocratie, mais aussi pour les valeurs européennes. Moi, ce que j'espère, c'est que Donald Trump, au-delà de ses déclarations, il y a encore quelques semaines tonitruantes sur la question, comprenne que l'intérêt des États-Unis face à la Russie, face à la Chine, avec ce qui peut se passer demain vis-à-vis de Taïwan, comprenne que l'Occident, et donc l'Amérique et l'OTAN, ne peuvent pas s'affaiblir, ne peuvent pas montrer des signes de faiblesse dans ce conflit. Donc il faut soutenir l'Ukraine. Est-ce qu'il faut voir dans ce sommet tripartite, Macron, Trump, Zelensky, un signe d'espoir pour la résolution du conflit ? Il ne peut pas y avoir de résolution du conflit sans le retour à l'intégrité de l'Ukraine. Donc pas de capitulation de l'Ukraine. Mais la capitulation c'est ce que laissait entendre Trump il y a quelques semaines. La capitulation de l'Ukraine serait terrible, mais non seulement pour évidemment ce pays, pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis. Ce serait un signe terrible à envoyer de faiblesse vis-à-vis de la force. Alors que, contrairement à ce que j'entends, la Russie a échoué dans sa stratégie de conquête de l'Ukraine pour faire tomber la démocratie et le président Zelensky. L'Ukraine est devenue plus que jamais une nation unie. La Suède et la Finlande sont entrées dans l'Alliance Atlantique. Regardez, nous l'évoquions il y a un instant, les difficultés, semble-t-il, de la Russie avec la chute de Bachar en Syrie. Donc c'est pas le moment d'être faible. Il faut être fort, et c'est très important qu'il y ait eu ce sommet, à un moment où, nous le savons, l'Europe est en difficulté à cause des situations politiques intérieures en Allemagne ou en France. Il est important que l'Europe, et c'était le sens de cette image, même si ce n'est qu'une image à ce stade, soit pleinement intégrée, soit pleinement dans ce processus de soutien à l'Ukraine, et je l'espère évidemment, demain, à une sortie de la guerre pour un processus de paix, mais en préservant les intérêts ukrainiens. Est-ce qu'il faut voir dans ce qui s'est passé hier un changement de la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de Poutine ? Est-ce que désormais, on peut être certain que l'Ukraine ne sera pas la grande victime de la victoire de Trump ? Je l'espère, mais je n'en sais rien. Ouais. D'autant plus que Donald Trump nous a déjà étonnés par ses revirements. Et puis, attendons il est le président élu. Il n'est pas le président en place. Il le sera à partir du 20 janvier. Il a fait beaucoup de déclarations qui n'allaient pas dans le bon sens de mon point de vue. Ce que je constate, c'est que le président Volodymyr Zelensky, et encore hier, garde le contact, cherche à convaincre les Américains. Mais cela nous oblige aussi à nous poser des questions sur quel doit être demain le rôle de l'Europe, à prendre pleinement ses responsabilités. Europe politique, Europe de la défense ? Europe politique, Europe de la défense, soutien financier à l'Ukraine, soutien militaire, mais ça veut bien dire que nous aussi, nous devons nous réarmer puissamment dans les années qui viennent. Les budgets de la défense de la plupart des pays de l'Union européenne sont en augmentation. Celui de la France n'est pas suffisant ? Il faut que la loi de programmation militaire s'applique, ce qui nous amène à d'autres débats, notamment sur la situation budgétaire de notre pays. Nous allons l'évoquer. Nous sommes dans un moment où nous voyons bien où la part tragique de l'histoire s'invite de nouveau, où la guerre est présente sur le sol européen, où il y a une menace agitée, en tout cas une menace nucléaire agitée par Poutine. Donc il faut être conscient que dans ce monde difficile, l'Europe et particulièrement la France, qui possède l'arme nucléaire, doivent pleinement assumer leurs responsabilités et comprendre que nous sommes dans un monde instable et dangereux où nous devons, encore une fois, assumer pleinement ses responsabilités. Alors ce sommet tripartite, Trump, Macron, Zelensky, qui est une conséquence quelque part de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Comment vous avez vécu cette cérémonie ? Comme tous les Français. Et les 5 ans qui se sont écoulés depuis. Comme tous les Français, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté de voir Notre-Dame de Paris, qui est à la fois évidemment symbole du catholicisme, de la chrétienté dans notre pays, mais au-delà,
Notre-Dame, c'est un symbole de Paris et de la France. Et donc pour le monde, pas seulement pour le monde catholique, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, c'est synonyme d'espoir. Et puis quelle performance, puisque en 5 ans, grâce d'ailleurs au volontarisme du président de la République, mais grâce aussi à tous ces ouvriers, à tous ces compagnons. À qui il a été rendu hommage hier. Et c'était un des beaux moments de la cérémonie, grâce évidemment aux sapeurs-pompiers de Paris, qui ont sauvé Notre-Dame de Paris il y a plus de 5 ans. Nous voyons bien que c'est une très belle performance. Donc quand on veut, quand il y a cette volonté politique, on peut arriver à accomplir des exploits tout à fait extraordinaires. Mais attention aux symboles. Les symboles sont importants parce que au moment où Notre-Dame de Paris brûlait, on avait l'impression que, c'était d'ailleurs dit, que la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, brûlait, s'échappait, disparaissait à travers ces flammes. Donc on pourrait maintenant y voir, au contraire, une forme de renaissance. C'est vrai, mais attention, reconstruire une cathédrale qui a failli disparaître, ça ne veut pas dire que nous avons réussi à reconstruire un pays qui est en proie à une crise que je crois morale, politique, démocratique profonde. Mais qu'est-ce que la reconstruction de Notre-Dame, ou est-ce que la reconstruction de Notre-Dame dit quelque chose de la France et du modèle français ? Elle dit, et je crois que c'est vrai quand vous parlez avec des étrangers, avec des observateurs d'autres pays, que nous sommes capables de nous unir sur l'essentiel. Nous sommes capables d'organiser des choses tout à fait magnifiques. C'était vrai pour les Jeux Olympiques, c'était vrai encore hier. Que tout à coup, nous sommes de nouveau le centre du monde. La France n'a pas disparu de la carte du monde. Elle a toujours quelque chose à dire parce que notre économie, notre culture, notre langue rayonnent encore aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, moi, ça m'émeut et ça me touche toujours. Ça m'épate, si vous me permettez cette expression, de voir ce pays de plus de 60 millions d'habitants être toujours la 6e économie du monde, être une puissance nucléaire, avoir son mot à dire sur le plan diplomatique. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Donc nous pesons. Moi, ce que je voudrais peut-être, c'est que ce symbole nous donne davantage de confiance en nous-mêmes. Il y a quelque chose, une forme de dépression nationale que nous connaissons. Cependant, il faut être lucide aussi sur nos défis et sur les difficultés que nous traversons. Dépression nationale, quel regard vous portez sur le contexte, le climat politique après la censure du gouvernement Barnier et de sa démission ? Une très grande inquiétude. C'est-à-dire ? Nous connaissons une crise politique précipitée par la dissolution, par le choix de la dissolution le 9 juin dernier. Incontestablement une crise démocratique, mais qui avait déjà commencé avant. Je suis frappé et je crains que cela ne s'approfondisse, par le rejet profond, par le regard très dur de nos compatriotes vis-à-vis des responsables politiques. Vis-à-vis de nos responsables politiques ou vis-à-vis du président Macron ? Vis-à-vis de tous les responsables politiques. Et on a dit que le Parlement, l'Assemblée nationale était de retour, mais le spectacle offert à l'occasion de cette motion de censure, la violence des propos dans l'hémicycle, la violence physique quasiment il y a encore quelques jours, l'attitude des uns et des autres, l'attitude irresponsable en général, provoque, me semble-t-il, affaiblissent notre démocratie en tout cas. Et puis, le risque d'une crise de régime, puisque nous voyons bien que 2 forces politiques, aux extrêmes, la France insoumise et le Rassemblement national, veulent, d'une manière ou d'une autre, provoquer le départ du président de la République. Alors, avant de reparler de ça, de cette éventuelle perspective d'une crise de régime, d'abord l'économie et le social. Est-ce que la chute du gouvernement Barnier plonge la France dans un chaos budgétaire ? Mais nous sommes dans un moment que nous avons décrit, Frédéric Aziza, entre la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, dans ces moments-là, une grande puissance, comme je viens de l'évoquer, comme la France, devrait avoir un gouvernement stable. C'est déjà important. Et puis, nous savons que nous sommes dans un moment sans doute de ralentissement économique. Je suis par exemple assez inquiet par l'explosion du nombre de faillites, une augmentation du chômage, un ralentissement de la croissance, et puis des déficits et une dette qui me paraissent dangereuses, y compris pour l'indépendance, la souveraineté de notre propre pays. Et dans ce moment-là, chaos budgétaire à venir ou pas ? Il y a en tout cas des risques, parce que si nous ne sommes pas capables de maîtriser la dette,
de faire des économies, de définir des priorités, alors que nous n'avons pas de budget et que s'appliquera le budget de l'année dernière, mais qui me semble en partie dépassé par rapport à la réalité budgétaire et de la dette. Évidemment, nous ne possédons pas les outils pour être face à ces problèmes. Quel budget pour 2025 avec plus d'impôts, plus d'économies? Est-ce qu'il faut annoncer aux Français, par exemple, du sang et des larmes? Mais je crois qu'ils sont conscients que la situation est difficile, mais on ne leur annonce ni l'un ni l'autre. Et vous leur dites quoi? Que la situation est difficile et qu'il faudra se serrer la ceinture. Mais ça doit être fait avec une stratégie, une perspective, parce que là, y compris Michel Barnier lui-même le disait, il a été obligé de fabriquer un budget en quelques semaines. Quel est le cap? On ne voit pas très bien. On sentait bien que lui-même était pris entre les différentes contradictions, les attentes, les exigences des uns et des autres. Il y a une grande inquiétude dans le pays. On le voit bien dans le monde de l'agriculture, pour les chefs des petites et moyennes entreprises qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Vous pour les comprenez Français eux-mêmes. Vous comprenez la révolte actuelle des agriculteurs sur fond d'accord sur le Mercosur. Je n'approuve jamais la violence, cette semaine, mais je comprends évidemment leurs inquiétudes, d'autant plus qu'ils sont victimes, puisqu'ils attendent des aides et des soutiens, annoncés, je vous le rappelle, par Gabriel Attal quand il était Premier ministre en janvier dernier. Mais la dissolution, les élections législatives, la mise en place d'un gouvernement et maintenant la motion de censure font que ces aides n'arrivent pas. Donc il y a évidemment pour les exploitants agricoles beaucoup d'inquiétudes, mais vous retrouvez ces inquiétudes dans beaucoup de secteurs. Donc dans ce moment-là, il faudrait perspective claire, un discours de vérité, un exécutif fort. Nous avons exactement tout le contraire. Nous avons exactement tout le contraire. Il y a eu la censure dont vous parliez. Est-ce que vous considérez que les députés socialistes ont eu raison de voter la censure avec LFI et avec le RN? Est-ce que François Hollande a eu raison aussi, lui, ancien président de la République, de voter cette censure? Non. Non, ils ont eu tort. Qui? Vous me posiez la question sur les socialistes. Ils ont eu tort et François Hollande a eu tort de voter cette motion de censure. Pourquoi? Parce que c'était une faute? Ils ont eu tort, c'est une erreur, c'est une faute, utilisez le mot que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que je considère, même si j'ai quitté cette formation politique en 2017, que le Parti socialiste est une formation de gouvernement, les socialistes ont gouverné, leur attitude devrait être celle de participer d'une manière ou d'une autre à la stabilité du pays. Et en mêlant leurs voix à la fois à LFI et évidemment au Rassemblement national, ils contribuent d'une manière ou d'une autre au désordre et s'éloignent, de mon point de vue, de ce que doit être la responsabilité d'une formation qui a gouverné, qui doit contribuer à la stabilité que j'évoque. Je vois cependant, parce qu'il faut être juste, depuis quelques jours, en tout cas des voix s'élever au sein du Parti socialiste, y compris dans sa direction, pour essayer de trouver une solution politique à la crise que nous connaissons. Mais j'insiste sur le fait que cette crise est grave, que nous sommes sur un toboggan, que vous prenez l'expression que vous voulez, au bord du gouffre, et que trop de responsables politiques, mais aussi je le vois parfois dans le commentaire général, voilà, nous avons une motion de censure, c'est pas grave, nous aurons un budget, les institutions sont fortes. Dites, c'est grave justement. C'est très grave, nous n'avions jamais connu cette situation dans ce moment-là si particulier que nous avons déjà décrit depuis le début de l'émission. Est-ce que cette censure a vraiment acté un axe LFI-RN, un axe Mélenchon-Le Pen? Oui, mais ce n'est pas nouveau, puisque d'une manière ou d'une autre, ils souhaitent l'un et l'autre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le départ du président de la République et se retrouver à l'occasion d'une élection présidentielle anticipée, se retrouver face à face à l'occasion d'une élection présidentielle que les autres n'auraient pas pu préparer. Donc oui, il y a, nous le savons, d'une manière ou d'une autre, une complicité évidente entre ces deux forces qui prennent en étau l'ensemble des responsables politiques et d'une certaine manière de la démocratie du pays. Mais aux autres, aux uns et aux autres, de se réveiller et de refuser cette stratégie. Et donc, je ne cesse de le répéter, les socialistes, la social-démocratie française, doivent rompre avec la France insoumise. Alors, on va en reparler. C'est justement ce sourire de Mélenchon dans les tribunes après le vote de censure. Il faut en rire ou en pleurer? Ça dit tout d'une stratégie. C'est-à-dire il cherche à démontrer qu'il est celui qui tire les ficelles. Or, avec le nouveau Fonds populaire,
où les socialistes ont signé cet accord avec un parti, je le disais il y a un instant, qui a diffusé la haine des Juifs et d'Israël depuis des mois, avec cette motion de censure qui acte une forme d'irresponsabilité par rapport à la situation que nous connaissons, les faits semblent donner malheureusement raison à Jean-Luc Mélenchon. Donc, et moi je lance cet appel et à mes amis socialistes, parce que j'y compte beaucoup. Vous dites vos amis ou vos camarades toujours? Mais le mot camarade ne veut plus dire grand-chose. Mais à mes amis socialistes, parce que je compte beaucoup d'amis dans cette formation politique, au président de la République François Hollande, parce que j'ai de l'amitié et de l'estime pour lui, j'ai été son ministre et son Premier ministre, il faut rompre avec ces stratégies mortifères. Votre rôle, c'est de participer au gouvernement de la France, à sa stabilité. Et moi, ce que j'espère et j'attends, de cette crise politique, au moins qu'il sorte une lumière. C'est-à-dire qu'on puisse créer les conditions d'une coalition qui aille des Républicains, je parle des LR, jusqu'aux sociodémocrates du Parti socialiste. Il est temps de stabiliser le pays sur quelques axes qui lui permettent de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes. Cette lumière, est-ce que vous la voyez dans peut-être cette nouvelle stratégie d'Olivier Faure et du PS qui multiplie avec la direction du PS depuis quelques jours les gestes d'ouverture en direction des macronistes jusqu'à se déclarer disponible pour participer à un gouvernement après quand même avoir voté la censure? C'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'il a fallu attendre cette censure comme une forme de catharsis qui permette aux uns et aux autres de se reprendre. Oui, justement, est-ce que cette censure, elle peut déboucher sur une recomposition de la vie politique? Comme moi, je ne suis pas un commentateur, et comme en tout cas, on ne peut pas commenter en permanence le passé, eh bien, mais qu'est-ce qui se passe au PS? Il faut essayer, il faut espérer en tout cas qu'ils sortent de l'emprise dans laquelle ils sont avec la France insoumise, qui va ne cesser d'ailleurs de les accuser, le bon mot de toujours, de traîtrise, de rompre les engagements. Le programme du nouveau Front populaire n'est pas viable en matière économique, en matière budgétaire, sur le plan de la sécurité ou de l'immigration. L'apologie du terrorisme, hein. Pour ce qui concerne la France insoumise, mais dans le programme du nouveau populaire, il y avait l'abrogation de la loi immigration, l'abrogation de la loi séparatisme. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est le moment de se reprendre, et pendant 10 mois ou 30 mois, le plus longtemps possible. Dissolution, vous y croyez toujours dans 10 mois comme Mais moi, je pense qu'il faut ni démission du président de la République, ça n'a aucun sens et ça serait très dangereux pour les institutions, et ça créerait les conditions d'un précédent particulièrement dangereux pour les institutions de la Ve République, ni dissolution, parce que nous savons bien que ça ne changerait sans doute pas grand-chose. Donc c'est le moment de la responsabilité autour du redressement de nos finances publiques et face à notre endettement vis-à-vis de l'Ukraine, en soutien à ce pays, la lutte contre l'antisémitisme, et puis des choix nécessaires en matière d'éducation, d'agriculture, pour ne prendre que ces sujets-là. Je crois que les républicains de gauche et de droite, ceux qui ont une certaine idée de la responsabilité du pays, doivent s'unir dans une forme de gouvernement, d'union républicaine, de salut public. C'est ce qu'attendent les Français. Sinon, nous serons balayés, emportés par les populismes de tous bords. C'est ce que disait en quelque sorte Raphaël Glucksmann hier. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu'il n'y a qu'une solution pour libérer le gouvernement de la France de la tutelle du RN, un accord entre les forces républicaines. Il ne dit pas LFI, il dit le RN. Oui, mais il faut être précis. Je crois que c'est très important que dans la constitution du gouvernement et dans le choix du Premier ministre dans les jours qui viennent, domine cette idée. On ne peut pas être dépendant, comme l'a été malheureusement Michel Barnier, du Rassemblement national. Donc il faut élargir le socle de ce qui est aujourd'hui une majorité très relative. Et moi je me réjouis que de Édouard Philippe, en passant par Bernard Cazeneuve ou Raphaël Glucksmann, on dise les uns et les autres la même chose. Mais il faut rompre avec la France insoumise. Rompre avec la France insoumise, ça veut dire... Raphaël Glucksmann a justifié, au nom de la lutte contre l'extrême droite au lendemain de la dissolution, a justifié, contrairement à tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale des élections européennes, a justifié cet accord. Cet accord avec LFI était injustifiable. La seule ligne possible, c'est celle que nous avions évoquée dans une tribune parue dans Le Monde, Bernard Cazeneuve, Elisabeth Badinter et moi-même, ni LFI, ni RN. Donc il y a un espace puissant, mais à condition de s'entendre
et de faire des choses, et de faire des réformes. Il ne s'agit pas uniquement d'empêcher, il s'agit de construire, oui, une espérance à partir de réformes qui s'imposent, mais qui doivent être bien expliquées, parce que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Français. Je cite encore Raphaël Glucksmann qui dit « La gauche doit entrer dans des négociations de façon combative pour obtenir des changements majeurs sur le pouvoir d'achat, la transition écologique, les retraites, la justice fiscale, la proportionnelle, en ayant conscience que la logique du tout ou rien ne mène qu'au rien. » Il a raison, et il a raison de souligner ce que je ne cesse de dire depuis des mois, et notamment depuis 2022, depuis que le président de la République a été réélu, mais qu'il a perdu une majorité absolue à l'Assemblée nationale, lors des élections législatives qui ont suivi. Il faut des accords de coalition. Et s'il y a des accords de coalition, il faut un accord programmatique. Je crois que les socialistes hésitent entre, au fond, deux choix, celui d'un accord, comme prône Raphaël Glucksmann, ou celui minima du non-censure. Du non-censure. Peut-être faudra-t-il s'en contenter. Quel est le meilleur cas de figure ? Mais moi, je continue de penser que c'est l'accord programmatique, c'est l'accord de législature, c'est le fait que les uns et les autres participent d'une manière ou d'une autre au gouvernement de la France. Mais déjà, s'ils sortent de la logique mortifère que leur impose la France insoumise, s'ils permettent la stabilité, ça sera déjà une bonne chose. Et je me réjouis, parce que je suis suffisamment sévère avec mon ancienne formation politique, et je viens de rappeler combien j'ai dénoncé cet accord avec la France insoumise, je me réjouis de ce qu'est ce retour en responsabilité. C'est important que la social-démocratie, c'est important que sa direction, et pas seulement des voix autorisées mais isolées, mais c'est important que la direction du Parti socialiste s'engage dans ce sens. Maintenant, il faut attendre des actes, et il faut que tout le monde, sur l'échiquier politique, sur cet échiquier politique républicain, tout le monde y participe de cette retour à l'esprit de responsabilité. Le PS demande notamment que l'application de la réforme des retraites soit gelée jusqu'à ce qu'une conférence de financement permette un diagnostic et de nouveaux arbitrages. Il ne demande plus l'abrogation, il demande le gel. Mais c'est quelque chose, une idée que vous partagez ou pas ? Il faut faire attention aux signaux que nous envoyons, parce que nous savons que... Au marché, vous voulez dire. Oui, et puis à la situation économique et financière. Et puis nous savons qu'il faudra sans doute travailler davantage, et qu'il faut financer notre système de retraite. Mais améliorer la loi sur les retraites, ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux, oui, ça me semble indispensable, parce qu'il y a des éléments que les Français considèrent à juste titre comme injustes dans la loi. Je pense évidemment à tout ce qui est la pénibilité ou les carrières longues. Donc il faut y revenir. De toute façon, c'est un chantier, celui des retraites, sur lequel il faut revenir en permanence. Et donc, à l'époque, vous travaillez avec Michel Rocard, dont Michel Rocard a parlé depuis le début des années 90. Oui, bien sûr. Et ces questions-là, il le disait souvent, peuvent faire tomber à tout instant n'importe quel gouvernement. Et ça a été le cas. Et donc, ça veut dire que ce sujet-là, il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut faire en responsabilité. Je rappelle que c'est sous la présidence de François Hollande que la loi Touraine a été adoptée. Qui a voulu abroger LFI. Et que LFI a voulu abroger, et qui allonge de toute façon le nombre de trimestres. Et moi, j'espère que d'une manière ou d'une autre, on reviendra aujourd'hui à ce qui était la première proposition d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, qui est un système par points, une retraite à la carte, défendue par la CFDT, plus intelligente, et qui ne tombe pas comme un coup près sur les Français. Puisque vous avez parlé de logique mortifère du PS, est-ce que ce changement de stratégie qu'on remarque à la tête du PS peut conduire à l'écroulement de la secte LFI, j'allais dire, comme le régime Assad vient de s'écrouler contre toute attente? C'est une belle comparaison, je pense qu'il les touchera. Une belle comparaison ou une juste comparaison? La stratégie de LFI, d'alliance avec l'islam politique, démontrée, prouvée par de nombreux reportages, par de nombreux articles, par de nombreux livres, par les faits, cet islamo-gauchisme que nous avons été nombreux à dénoncer depuis des années, aurait dû marginaliser totalement LFI. Et c'est le contraire qui s'est passé. Et c'est le contraire qui s'est passé. Après une campagne des élections européennes menée sur fond de haine des Juifs et d'Israël, avec la volonté, un objectif qui a réussi en partie, qui est de conquérir un électorat musulman et jeune sur ce sujet-là. Donc, est-ce que la secte insoumise peut s'écrouler? Je pense que... Est-ce que vous parlez d'ailleurs de secte ou de parti politique? C'est une formation politique, c'est un mouvement, mais avec des aspects sectaires au sens de la violence politique qu'ils utilisent, surtout dans leur langage. Mais attention, nous le voyons un peu partout en Europe, ce sont des mouvements politiques
qui ont une forme d'avenir, qui ont une forme d'ancrage politique et social relativement profond. Donc, il faut bien se rendre compte qu'une alliance, un pacte avec ce type de formation peut conduire à un désastre, et en tout cas pour le centre-gauche, pour la social-démocratie, pour les socialistes français. Donc, plus que jamais, je ne cesserai de le répéter, il faut rompre avec cette stratégie, et c'est comme cela qu'une gauche républicaine pourrait revenir et représenter une offre positive pour notre pays. Et là, vous sentez que cette rupture est en marche ? En tout cas, je vois des signes positifs. Les socialistes ne peuvent pas poursuivre sur ce chemin. Mais il y a les éléments tactiques, il y a les élections législatives, peut-être demain, des municipales en 2026, des congrès du Parti socialiste. Le tacticisme, le court terme, domine trop souvent, alors c'est le moment d'avoir une stratégie de long terme et surtout de privilégier des valeurs. Et les valeurs, c'est celle de la République et les valeurs de responsabilité. Est-ce que ce qui est en train de se passer, ça vous fait dire que votre théorie des deux gauches irréconciliables est confirmée ? Oui, bien évidemment, que ce soit sur les valeurs, la lutte contre l'antisémitisme, ou sur la vision de la France, sur le plan économique, sur les questions de sécurité. Comment le Parti socialiste, qui a eu plusieurs ministres de l'Intérieur, je pense à Chevènement, à Pierre Joxe, qui ont été appréciés par les Français, comment peut-il s'allier avec une formation qui explique que la police tue sur ce seul sujet? Déjà, il n'aurait pas dû y avoir d'accord. Sauver des sièges ou gagner des sièges à l'Assemblée nationale ne justifie pas qu'on renonce à ces valeurs. Au passage, le ministre démissionnaire de la fonction publique, Guillaume Gasparian, appelle aujourd'hui dans le JDD à travailler avec le PS et avec le RN. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas vu cette interview. Ça me paraît difficile de faire les deux à la fois. Il faut avoir une colonne vertébrale. Travailler avec le RN, ça veut dire dans la mesure où il faudrait accepter un certain nombre de leurs propositions. Non, mais qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, qu'on soit attentif, notamment vis-à-vis des électeurs de toutes les formations politiques. Parce qu'au fond, moi j'essaie de voir ce que les Français ont voulu faire passer comme message ces derniers mois. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent de l'ordre républicain, en matière de sécurité, une maîtrise des flux migratoires. Il le faut, c'est ce que d'ailleurs Bruno Retailleau fait, je crois, avec beaucoup de volontarisme. Et de l'autre côté, il demande de la justice sociale, qu'on lutte contre les inégalités. Vous savez, l'égalité est quelque chose de profondément ancré dans ce pays. Donc il faut écouter tous les électorats, mais en termes d'alliance... Donc ça veut dire Retailleau, écoutez ce que dit le RN, justice sociale, écoutez ce que dit la gauche. De ce que disent les électeurs des uns et les autres. Mais en termes d'alliance, s'il y a un socle suffisamment puissant, majoritaire, avec les socialistes, ça serait majoritaire, alors on peut stabiliser les pays et ne pas dépendre des extrêmes. Et ne pas dépendre des extrêmes à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les électeurs, les angoisses de notre pays, les colères que nous avons évoquées. Socle d'alliance avec, pourtant, comme cet été, Laurent Wauquiez, qui veut éviter une alliance avec la Macronie qui pourrait peut-être nuire à son ambition présidentielle. Est-ce que c'est la stratégie du pire ? Et qu'est-ce que vous dites alors ? Non, mais moi j'ai entendu les Républicains, à la sortie de leur entrevue, de leur réunion avec le président de la République, dire qu'ils seraient responsables et qu'ils participeraient, comme ils l'ont fait depuis 3 mois, aux affaires du pays. Encore une fois... Avec Bruno Retailleau dont vous parlez, qui n'a pas l'air de vouloir participer à un gouvernement avec des socialistes. Mais nous verrons bien. Ouais. Ils disaient la même chose, les uns et les autres. Jamais ils ne participeraient à un gouvernement. Moi, j'en appelle à l'esprit de responsabilité et un pacte très large qui aille des LR jusqu'au Parti socialiste. Alors un pacte très large, avec une question que tout le monde se pose, avec qui à Matignon, est-ce que François Bayrou peut être l'homme de la situation ? Mais il y a des hommes... Mais là, je vous pose la question sur Bayrou. Oui, mais d'abord, mais moi je suis respectueux des institutions. C'est le président de la République qui choisira le futur Premier ministre. Donc ça ne sert à rien que je m'agite sur ce sujet-là. Il y a 2 noms qui sont cités aujourd'hui, vraiment. Alors méfiez-vous, parce qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. François Bayrou, Bernard Cazeneuve. Voilà 2 personnalités qui ne me posent aucun problème, bien au contraire. Et vous savez, les liens d'amitié qui sont les miens avec Bernard Cazeneuve. L'un et l'autre, ou ensemble, ou avec d'autres, participeraient, me semble-t-il, de ce gouvernement qui doit être un gouvernement, pardon, le mot est déjà tellement utilisé, de mission, resserré, et qui répond... Vous savez que resserré, on dit ça à chaque fois, on l'a même dit quand vous êtes devenu Premier ministre. Oui, mais pourtant... Non, on l'a fait, il y avait 18 ministres, mais ça n'est pas le sujet. Ouais. Mais resserré, et surtout avec quelques axes
élaboré, conclu dans le cadre de je ce vous repose pacte la question que j'évoquais. sur François Bayrou. Il peut être un bon Premier ministre. Mais si le président de la République le nomme, je ne doute pas qu'il serait comme Bernard Cazeneuve, ou comme Jean-Yves Le Drian, ou comme je ne sais quel autre type de personnalité dont on voit les noms dans la presse. Mais le Premier ministre, et Michel Barnier est un homme très estimable, et qui a été, je trouve d'ailleurs, l'occasion de la motion de censure, d'une très grande dignité. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le casting ou le nom seulement du Premier ministre, c'est qu'il soit issu de ce pacte qui aille d'une manière ou d'une autre, je le répète, quelles que soient les positions que prendront les socialistes à la fin de ce processus, qui aille des Républicains, en passant par la Macronie, jusqu'aux socialistes. Avec qui autour de l'éventuel Premier ministre Bayrou, d'un autre? Qui? Ah non, mais moi je ne rentre pas dans les noms. Vous, par exemple, est-ce que vous avez envie de retourner aux affaires? Mais bon, je commande déjà l'actualité politique. Toute personne qui avance son nom, qui ne pense qu'à lui dans ce moment-là, vous ne pensez pas à vous? Non, parce que je pense que la situation est trop grave pour que les uns et les autres avancent leur petite personne. L'essentiel pour moi, c'est de recréer les conditions d'une stabilité pour éviter que la crise démocratique ne s'approfondisse et qu'on aille à une crise de régime. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et de LFI. Donc sur l'après 7 octobre, avec un certain nombre d'attaques au relent antisémite de Mélenchon et de ses proches. Un sondage Ipsos qui a été réalisé pour le CRIF il y a 2 semaines démontre les ravages de la stratégie de Mélenchon. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France, 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas, 55% adhèrent au moins à 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Du pire. C'est-à-dire c'est la première fois depuis l'affaire Dreyfus qu'une formation politique, et qui plus est de gauche, ou qui se proclame de gauche, ou qui vient de la gauche, participe activement à une campagne qui diffuse la haine des Juifs et d'Israël, avec les résultats que vous venez d'évoquer. Il y a eu un basculement, nous l'évoquions sur le plan géopolitique, géostratégique, après le 7 octobre, mais nous l'avons vu aussi avec le tsunami antisémite qui a déferlé sur le monde dès le lendemain, pas après l'attaque légitime d'Israël contre le Hamas, dès le lendemain. Donc ça veut dire que le terreau est là et que certains y participent. Vous vous rendez compte que lors de la grande manifestation contre l'antisémitisme et pour la République, le 12 novembre 2023, la France insoumise, mais aussi des syndicats, des formations de gauche, ont décidé de ne pas y participer. Et Emmanuel Macron non plus. Oui, mais pour d'autres raisons, et je l'ai regretté. En revanche, le Rassemblement national, créé pourtant par des antisémites, était présent. Vous vous rendez compte du bouleversement politique, culturel, Est-ce que ça veut dire que Mélenchon, est-ce qu'il est en train de pourrir la jeunesse? Mais c'est un mouvement plus général qui est une forme d'alliance entre l'islamo-gauchisme, je vais vite, j'en suis conscient, et le wokisme. Je suis frappé par la puissance, par exemple, de l'imaginaire sur le conflit et sur ces questions-là, sur les réseaux sociaux et notamment chez TikTok. Vous vous rendez compte que, on n'en parlera pas et n'ayez aucune crainte, je ne vous entraîne pas sur ce sujet-là, mais vous vous rendez compte qu'en Roumanie, on est en train d'annuler une élection présidentielle parce que le premier tour a été influencé par les Russes à travers TikTok. Eh bien, il se passe la même chose, réseau social dominé par les Chinois, sur TikTok, à travers les algorithmes, tout l'imaginaire sur le conflit proche-oriental, et nous savons l'influence que cela a sur les jeunes, passe à travers TikTok. Donc ça veut bien dire que, oui, il y a des formations politiques, mais pas seulement, qui participent de quelque chose de profondément nauséabond. À raison de plus, je ne cesserai de le répéter à votre micro et ailleurs, il faut rompre avec Mélenchon, ses amis et la France insoumise. Il ne peut pas y avoir d'avenir pour la gauche, mais d'une manière générale pour les Républicains, avec ce type de formation, ce type de discours. Est-ce que tout n'a pas commencé à gauche, en 2001, avec la note de Pascal Boniface? Vous vous souvenez de cette note? Oui, bien sûr, mais il a été exclu du Parti socialiste. On précise les choses, 2001, il disait... c'est une note interne de Pascal Boniface pour le PS qui développait l'idée que les musulmans en France étant bien plus nombreux que les juifs, le PS devrait critiquer davantage Israël, faute de quoi les élections à venir risquaient d'être compromises. Mais il y a une bonne réaction, et je pense que c'est notamment Pierre Moscovici qui en avait pris l'initiative. Il a été exclu, il a été jeté du Parti socialiste. Donc ça veut dire qu'il y avait, heureusement, les bonnes réactions nécessaires. Mais il y a toute une partie de la gauche, c'est vrai, Pascal Boniface, mais c'est vrai, Louis Plenel et bien d'autres qui, depuis
plus de 20 ans, prenait une substitution de ce qu'était le prolétariat ouvrier par une masse globale, informe, qui serait composée des enfants de l'immigration, des musulmans et des minorités. On en paye le prix aujourd'hui ? On en paye le prix, mais un peu partout. Le Parti démocrate aux États-Unis en a payé aussi le fruit, parce que c'est des mouvements planétaires. Mais là, vous avez raison, ce qui est inquiétant, c'est que ça touche évidemment nos universités, notre jeunesse. Donc la jeunesse qu'on fait, le message qu'on lui adresse, ça doit être aussi une des priorités des responsables politiques. Qu'est-ce qui fait le plus de mal aujourd'hui à la France et au vivre ensemble? C'est la mélenchonisation des esprits et Jean-Luc Mélenchon, ou la lepénisation des esprits et Marine Le Pen? Mais c'est un peu tout cela. C'est au fond... mais la responsabilité en incombe à ceux qui n'ont pas réussi à freiner ces mouvements. Et j'y prends évidemment ma part. Mais c'est un phénomène encore global de destruction du discours politique, de la manière de se comporter, des valeurs démocratiques. Ça fait un peu vieux jeu, et pourtant, hors la démocratie libérale et représentative, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre espace possible. Donc faisons attention à ne pas être écrabouillés par ces logiques extrémistes. Je trouve d'ailleurs que ces derniers jours, on a revu un peu le vrai visage de Marine Le Pen. Et cette alliance objective entre Marine Le Pen et Mélenchon doit nous faire réfléchir. Comment on en sort? Encore une fois, pas seulement en les rejetant, en nous opposant à eux, mais en créant quelque chose qui redonne de l'espoir aux Français. Dernière question, il y a une polémique autour des avantages dont bénéficient les anciens premiers ministres et les anciens ministres. Vous-même, vous faites partie des anciens premiers ministres qui disposent d'un service de sécurité, d'avantages. Est-ce que vous êtes prêt à y renoncer? Mais de quoi parle-t-on? Il faut toujours préciser les choses. Un ancien Premier ministre, heureusement d'ailleurs, n'est pas payé. Bon, il n'a ni frais de bouche, ni frais de restaurant, ni carte Air France ou SNCF. Il n'a pas de bureau. Et il peut avoir droit à une voiture de fonction, avec 2 chauffeurs qui se relaient, un collaborateur, une collaboratrice. Est-ce que vous êtes prêt à y renoncer ou pas? Pourquoi? Moi, si ça me permet de travailler et d'accomplir mes missions, mais si on décide de tout supprimer, et notamment ceux qui s'expriment comme moi clairement sur la lutte contre l'islamisme ou contre l'antisémitisme et qui bénéficient d'une sécurité, si on considère que tout ça n'est plus très important et que par démagogie on balaie tout cela, alors c'est ce discours populiste qui l'emportera. Mais s'il faut faire des économies, qu'on dise, mais lesquelles? Parce que je veux bien qu'on supprime l'essence de la voiture. Merci en tout cas Manuel Valls d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.